Écoutez de quelle manière la télévision russe a l'air de dire qu'en réalité les offres de services américaines, pas besoin, ils sont prêts à aller encore plus loin dans la surenchère. Si l'Ukraine et l'Occident passent un accord avec la Russie, Il n'y aura pas d'accord. Pourquoi dites-vous n'importe quoi? Arrêtez de parler d'un accord, on va vous terminer, on va vous détruire. Les nazis ukrainiens seront détruits. Quel accord? Vous mentez toujours. Avez-vous entendu que Zelensky voulait capituler? Pensez-vous qu'il voudrait capituler? Pensez-vous qu'Hitler voudrait capituler? Il va jamais dans les extrêmes. La stratégie du fou, on a l'impression que les Russes se payent encore le luxe maintenant de dire n'importe quoi. C'est-à-dire, ils ont commencé par dire on ne va pas féliciter Trump, ils l'ont fait. Ils ne vont pas s'appeler, ils l'ont appelé. Et maintenant, ils jouent en quelque sorte la stratégie du fou. Encore un peu. Jusqu'au boutiste. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, évidemment que de toute façon, heureusement d'ailleurs, c'est pas Soloviev qui va décider de l'avenir de la guerre et de l'avenir de la Russie. Mais lui, c'est effectivement son rôle, toujours aller plus loin. C'était lui qui disait qu'il pouvait bombarder Paris, Berlin et Londres en quelques minutes. Mais il est évident que le Kremlin aujourd'hui doit être absolument ravi que Donald Trump ait gagné, parce que effectivement, c'est dans le livre de Bob Woodward, celui qui avait révélé le scandale qui a fait chuter Richard Nixon à l'époque, qui a dit que alors qu'il n'était plus à la Maison-Blanche, déjà Donald Trump avait conservé un lien avec Vladimir Poutine, avait parlé avec lui plusieurs fois. Ça a été démenti par les Russes, mais enfin, si c'est le Washington Post qui le sort, on sait qu'ils ont de bonnes sources. Donc, ils sont déjà en train de se parler de manière sérieuse. On va y revenir, mais quand on dit que les Russes font de la surenchère, ce ne sont pas seulement des mots, ce sont des actes. On va voir avec vous, Émilie, à quel point ils sont en train de se surarmer tous azimuts massivement. Absolument, notamment si on se penche sur les colonnes du Kyiv Independent. Regardez ce qu'annoncent les renseignements ukrainiens. La production d'armes russes dépassera de 30% celle de l'Union européenne en 2025. Regardez ce qu'ils disent. S'il n'y a pas de prévention adéquate, la Russie sera en mesure de produire 30% d'obus d'artillerie de plus que tous les pays de l'Union européenne réunis. Et ça d'ici l'année prochaine. Sergueï Parkhomenko, ça semble impensable. On a toujours l'impression que la Russie, finalement, arrive à rebondir. Et puis là, elle excelle en quelque sorte. Si, ça semble bien pensable, parce que la Russie est devenue une énorme usine militaire en soi. Et ce qui est très important, c'est que le monde entier, l'Europe y compris, ont échoué d'appliquer les sanctions. Ça, c'est important quand même. Les sanctions n'ont jamais marché, n'ont jamais fonctionné normalement, n'étaient jamais accomplies, n'étaient jamais réalisées. Et c'est ce qui permet à Poutine, qui a assez d'argent, mais vous ne pouvez pas tirer d'argent. L'argent, c'est inutile. On dit ça et pourtant, les taux directeurs ont été augmentés et pourtant le prix de la patate, je crois que c'est plus de 50%, le prix du beurre. Le prix de la patate. Voilà. Non, là, je suis pas d'accord avec Sergueï. Les sanctions marchent, mais elle aurait dû marcher plus fort. Mais la Russie l'économie russe est en train de s'effondrer quand même. C'est pas pour rien que on monte à 21%. Ils contournent beaucoup les sanctions quand même, les Russes. Évidemment, mais quand vous avez la Turquie, la Chine qui refusent maintenant de transférer les paiements même en yuan et en lire turc. Sur les carburants, on sait très bien qu'il y a des échanges qui se font en pleine mer entre certains bateaux. Sauf que l'argent n'arrive pas en Russie parce qu'en fait il y a les commerçants qui amassent cet argent à l'extérieur, ça va pas dans la banque centrale russe. Et donc quand vous avez le directeur de Rostier qui attaque frontalement la directrice de la Banque centrale en disant, avec votre auto-directeur, vous êtes en train de tuer l'industrie de défense, de l'industrie militaire russe, il y a quand même un problème. En attendant, cette économie de guerre tellement massive, tous les obus dont parle Émilie, ça paraît quand même saisissant. Vous avez le Bleuet de France à la boutonnière, les obus de 155, ce sont à peu près les mêmes que ceux qui servaient par la guerre de 14-18. Oui, alors pour celui de base, oui. Après, on a quelques trucs un peu exotiques qui coûtent très cher. Mais oui, le format, c'est ça. Alors attention, parce que ça paraît inouï, pardon. C'est-à-dire que la Russie aujourd'hui arrive à produire davantage effectivement que toute l'Europe de l'Ouest. Parce que l'Europe ne produit rien. On parle d'une arme tout à fait primitive. C'est vraiment la base de la base de l'armement. La base de l'armement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la base de la base du désarmement occidental commence dans les années 90.
c'est-à-dire les dividendes de la paix. Rappelez-vous que quand le général de Gaulle décide de donner la France de ses capacités nucléaires et d'autonomie, le PIB affecté à la défense pour la France, en 1960, c'est 5,6. Il descend à 1,3 après, dans les années 90. Il remonte là à 2% du PIB pour la France. La Russie est à 6% de son PIB et à 30% de ses dépenses fédérales. Voilà, c'est ça le sujet, au minimum. Donc, les Russes... Sans compter les dépenses cachées. Exactement, je parlais jusqu'à la moitié. Tu as parfaitement raison, mais je reste juste sur les chiffres officiels pour qu'on voit déjà le différentiel. Mais en tout cas, l'effort de guerre russe ici est... C'est 3 millions d'obus par an et 600 000 roquettes par an, dont 50% sont produites sur place en Russie. D'accord. Et il y en a 15% d'importés et 35% qui sont des vieux stocks qui sont renouvelés. Arrêtons-nous un instant sur ces obus de 155, parce qu'il y a une dimension même historique. Absolument. C'est-à-dire, quand on lit l'histoire de l'obus, c'était déjà après la guerre de 70. La France, à l'époque, qui vraiment s'armait, elle était en économie de guerre, elle en a produit en quantité industrielle, et puis ensuite en 14. Mais cette fois-ci, non. Cette fois-ci, on n'est pas en guerre. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, sur les 31 pays de l'OTAN, il n'y en a que 14 qui sont au 2% de PIB auquel ils devraient atteindre. Avant la guerre, l'Allemagne produisait 70 000 obus par an. L'année dernière, elle en faisait 450 000 et son objectif en 2025, c'est 700 000. L'Europe est passée à 1 million d'obus alors qu'elle ne produisait quasiment plus rien. Et on aura 2 millions d'obus en 2025. Donc l'Ukraine aura au moins servi à une chose, c'est de réveiller un peu les pays européens qui, en 3 ans, ont reconstruit. Parce que maintenant, sur la question des obus, c'est pour ça que c'est intéressant, on est capable quand même de fournir... alors que les Ukrainiens tiraient un obus pour 10 Russes, aujourd'hui ils en tirent 2,5 1 pour 2,5. Le problème qui reste, c'est la question, encore une fois, des bombes planantes. Alors on va parler des bombes planantes. Non, mais c'est important. Chapitre par chapitre. Voilà. Est-ce qu'il y a une dimension, est-ce que cette histoire, cet apologue des obus, ça révèle à quel point, en fait, l'Europe ne veut plus faire la guerre. Il y avait sur notre plateau le général Trinquant tout à l'heure qui disait le grand sacrifice de 1914-18, quand on va sur les monuments aux morts et qu'il y a les listes de morts, à ce moment-là, il y a eu ce suicide de l'Europe qui fait que, en quelque sorte, la civilisation européenne a dit on ne sera plus jamais conquérante, plus jamais vraiment, et ça a donné le défaitisme d'être la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi l'Europe a perdu ? Parce que la France n'a pas voulu se battre contre l'Allemagne. Elle était plus forte, elle était 10 fois plus forte contre les Allemands. Et la France pouvait imposer aux Allemands le traité de Versailles. Quand les Allemands sont revenus au Ruhr, la France aurait pu les chasser tout de suite, mais elle n'a pas voulu. Parce qu'en France, les gueules cassées, les millions de gens qui ont été tués, ça a marqué tellement que les gens préféraient avoir la paix que de battre. Ce que vous dites là est vertigineux, c'est-à-dire le défaitisme est tellement ancré, pas chez les Anglais. Les Anglais ont eu Churchill, etc., mais dans l'Europe continentale de l'Ouest. Qu'ils ont eu Churchill. Heureusement qu'ils ont eu Churchill parce que... Et la Manche. Et la Manche. L'air de rien, ça aide un peu aussi. Oui, les Français ajoutent toujours la Manche, parce qu'ils ne veulent pas être en reste. Non, mais c'est vrai que ça aide. Mais le fait est qu'il y a une forme de défaitisme de l'Europe de l'Ouest que n'ont pas les Américains. Eux, ils sont à 900 milliards de budget. Mais ils ont l'Atlantique, eux. Et ils ont l'Atlantique, c'est vrai. Ils ont les deux. Ils ont et l'Atlantique et 900 milliards. Sur cet aspect-là, c'est-à-dire c'est vertigineux de se dire qu'on est plus de 100 ans après, 110 ans après, mais la mémoire garde quand même quelque chose de ça. Mais absolument. Moi, je reviens là d'Arménie. Et il y a eu pendant la guerre de 2020 toute la jeunesse, une grande partie de la jeunesse a été éradiquée. Et quand vous voyez la volonté de plus faire la guerre, évidemment ils ont intégré la défaite, mais il y a aussi cette volonté de vivre, d'échapper à tout ça. Donc on peut imaginer que ça sera bientôt la même chose, sans doute pour l'Ukraine, et que évidemment c'est la même chose pour l'Europe, et que l'Europe n'a pas été derrière l'Ukraine. Les conséquences, regardez ces images. Parce qu'il y a l'obus et il y a son résultat. Chassivière, par exemple, ces villes qui rappellent effectivement les villes de la Première Guerre mondiale, qui rappellent Verdun, où vraiment tout est
raser et re-raser. En réalité, là, les Européens de l'Ouest n'ont plus envie de voir ça. Ils n'ont plus du tout envie de se battre, en réalité. Non, mais d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, vous le signaliez tout à l'heure, avec Olaf Scholz, qui tout de suite a appelé Donald Trump en lui disant « Mais alors nous, on est tout à fait d'accord avec vous pour travailler ensemble, que la paix revienne en Europe, etc. » Et souvenez-vous, au tout début de la guerre, les Allemands ne voulaient donner que des gilets pare-balles et quelques casques aux Ukrainiens. C'est vrai que la Première et Deuxième Guerre mondiale ont été des traumatismes absolument époustouflants pour les Européens. Et depuis, ils n'avaient connu que des guerres à l'extérieur du continent européen. C'était l'Algérie, c'était le Sahel. Et d'ailleurs, les Français ont été les seuls à se battre de nombreuses reprises sur les théâtres d'opérations extérieures. Mais évidemment, pour la population européenne, si vous lui parlez de la paix, forcément, ça aura un écho bien supérieur au fait de parler de la guerre, parce que, en plus, ça a complètement disparu de ces dernières décennies. Donc, si aujourd'hui, et ce qui explique d'ailleurs la réaction d'Olaf Scholz, si aujourd'hui il y a Donald Trump qui en plus peut endosser la responsabilité d'être celui qui va dire on va trouver un accord, on va arriver à la paix. Ça va permettre aux Européens de dire en plus que ce ne sont pas eux qui étaient à l'origine de cette reddition entre guillemets morale, va-t-on dire. On pourra dire c'est Donald Trump, on n'y peut rien, c'est l'Américain, c'est la plus grande puissance du monde. Mais les Européens, on sent très bien que toute une partie ont envie de s'engouffrer dans cette possibilité trumpiste et que évidemment qu'il n'y aura pas beaucoup de monde pour dire que c'est pas normal. Alors que l'Ukraine, elle, se bat toujours, y compris pour ses obus. Il faut peut-être voir cette image, ce sont ces obus ukrainiens, parce que eux continuent d'en consommer en grande quantité. Ils viennent notamment de Corée du Sud. Oui. Avec la Corée du Sud, elle est dans une logique de guerre toujours extrêmement talente. La Corée du Sud est en guerre avec la Corée du Nord, donc il y a effectivement le front est gelé. Et c'est un peu la proposition de Trump pour l'Europe. Oui, c'est ça. C'est un front qui est gelé depuis 70 ans. Mais enfin, les deux pays sont mobilisés avec des armées de plus d'1 million d'hommes et une capacité à produire des chars et des obus parce qu'ils savent que ça peut repartir n'importe quand. Le problème étant que, et c'est ça le problème du défaitisme et de ce discours aujourd'hui d'abandon de l'Ukraine, mais donc de nos valeurs, c'est que en face, c'est bien gentil si vous avez votre voisin, il est sympa, il est comme vous et qui veut pas faire la guerre. Mais quand votre voisin, il est à 6% de son PIB, qu'il a une armée et qui perd 1000 mecs par jour pour faire son truc, c'est quand même problématique de se dire « Ah ouais, mais nous, on est sympa, on est pour la paix, donc ils vont s'arrêter. » C'est ça le sujet. C'est que le problème, et c'est encore une fois, le soutien à l'Ukraine, on l'a pas fait juste pour faire plaisir aux Ukrainiens, parce qu'honnêtement, les Français et les Ukrainiens, ils ne les connaissaient pas beaucoup, et c'était pas le sujet. En tout cas, le contraste ici est frappant. C'est-à-dire, on dit on aurait pu, on aurait dû, etc. Pendant ce temps, la Russie, elle y va. Elle continue. Oui, et la question... On va même écouter juste Sergei Parkhomenko, juste Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui s'est exprimé aujourd'hui et qui a dit que de toute façon, la Russie continuera à se battre coûte que coûte, ça n'a pas l'air de vous surprendre, et de mener la guerre jusqu'à, alors c'est là que ça devient un petit peu flou, jusqu'à ce que les objectifs soient atteints. Les dirigeants européens maintiennent leur position et continuent à chercher la défaite stratégique de notre pays, la Fédération de Russie. De notre côté, nous poursuivons l'opération militaire spéciale, et ce jusqu'à ce que tous les objectifs fixés soient atteints. La dynamique de l'opération est bien comprise par les militaires. Ils comprennent bien ce qui se passe. Il est également important de noter qu'aucun type d'arme n'est capable de changer cette dynamique. Vous vouliez réagir, Sergei ? Et voilà, la question que je me pose, c'est d'où vient cette idée de la paix qui revient en Europe après ces négociations. Pourquoi vous croyez que Poutine, c'est quelqu'un qui va respecter ces négociations et ces résultats? C'est quand même quelqu'un qui a cette expérience extraordinaire d'avoir la guerre pendant 8 ans en faisant semblant qu'il n'y a aucune guerre. Les fameux Irtamniet, ils sont pas là. Ça a duré 8 ans entre le moment de l'invasion au Kremlin et le moment le jour de 24 février 22. La Géorgie. Géorgie, c'était avant. Voilà. Mais je parle uniquement de ces 8 ans. En partant de l'invasion en Crimée et jusqu'à 24 février 22, quand tout le monde a dit la guerre est commencée. Mais non, mais la guerre a commencé 8 ans avant. Il a eu cette guerre pendant 8 ans. Pourquoi pensez-vous qu'après
ces négociations, à la fin de ces négociations, il n'y aura pas de nouveau Irtamniet, de la nouvelle guerre inexistante, la guerre qui existe. Justement, voilà ce que Peskov dit clairement, on va continuer jusqu'à atteindre les objectifs de l'opération spéciale. Oui, ils vont continuer après ces négociations de la paix. Peut-on être aussi myope que ce qui s'est passé dans les années 30, où il y a plein de gens qui faisaient le voyage de Berlin, qui disaient, regardez, ils sont en train de se surarmer, etc. Et il y a beaucoup d'intellectuels, de spécialistes, de généraux, d'éminents, etc., qui rentraient en disant, oui, non, mais enfin, on exagère beaucoup. Je pense que la lâcheté a des effets terribles sur la vision. Enfin, on a l'impression que d'un seul coup, on voit plus, quand on ne veut pas voir, il n'y a pas pire qu'aveugle que celui qui ne veut pas voir. En fait, le problème, c'est de se dire, ce que vient de nous expliquer Sergueï, c'est quand vous ne pensez pas que si Poutine a gagné en Ukraine, il va se calmer, il va se dire qu'il ne peut pas en prendre plus, et que il va se dire, il va accepter ce qu'on. Non, mais la seule personne qui pourrait l'empêcher de prendre plus, c'est Trump. Non, il y a peut-être aussi. Alors voilà, c'est là que j'ai un petit désaccord avec toi, si tu veux, c'est que je pense que nous aussi, si on était. Non, mais je veux dire, le problème, c'est qu'on se pose jamais la question. Oui, on peut dire que Trump pourrait l'empêcher, mais nous, alors ça veut dire quoi? Qu'on remet ou à Trump ou à Poutine notre avenir. C'est-à-dire que d'un côté, il y a Trump qui vient nous bouffer, ou on dit, viens nous protéger. Comment Trump va l'empêcher? Il va redonner de l'argent. Attendez, Nicolas, ce que déplore. Oui, j'accuse pas ça. Didier François, je peux vous poser une question parce que là vous faites l'homme du panache, vous faites d'Artagnan, très bien, mais il faut payer derrière. Les Américains, je pose ma question. Moi je suis pour 3% du PIB. Les Américains dépensent 3,5% de leur PIB. Absolument. Le contribuable américain. Allons-y en avant. Moi je suis pour. Demain la France qui fait 2% va d'un coup là en une année aller à. Non, pas en une année, mais moi je pense qu'on devrait être. Soyons réalistes. C'est pas en une année, c'est en 11 semaines là qu'il faudrait que tout d'un coup l'Europe sorte de son appareil. Il faut, de toute manière, même en passant à 2-3%, il nous faut 10 à 15 ans pour remonter en puissance. Attendez, c'est intéressant parce que là, quand on. Mais si on commence pas tout de suite, on est mal. Alors quand on dépasse les 3 mousquetaires et qu'on va un peu plus dans la réalité des chiffres, là vous venez de nous dire ça va durer 10 ou 15 ans. La montée en puissance, oui, parce qu'il faut recruter, d'accord. Il faut une armée avec il faut une armée densifiée. Il faut pouvoir refaire les casernes toilettes, etc. Donc oui, il faut faire ce qu'a fait la Russie, ce qu'on fait tous les autres. La montée en puissance, c'est très bien, mais en plus, dans quel sens ça ira? L'Allemagne ira dans un sens et la France ira dans un autre. Oui, d'accord, donc ne faisons rien. Voilà, c'est pas formidable. Mais moi, je suis pour le réarmement. Apprenons le russe. Et apprenons à dire. Il n'y a pas de sujet. Pourquoi dans l'autre sens, l'Allemagne? Mais pourquoi cette Pourquoi dans l'autre sens? Pas en même temps. Ça sert à rien de vous parler l'un sur l'autre, s'il vous plaît. Moi, je déplore complètement l'attitude de l'Europe depuis le début de la guerre. Mais il faut la constater à un moment. Oui, d'accord, mais le fait de constater suffit pas. C'était pour répondre à Sergueï. En fait, il y a des bruits qui courent maintenant que Trump a laissé. Alors évidemment, le Kremlin le dément, mais aurait dit si vous commencez à monter encore en gamme dans la guerre, l'Amérique interviendra à ce moment-là plus brutalement. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire arriver des négociations qui seraient sûrement une défaite pour l'Ukraine. Je pense. Pourquoi il faut attendre qu'il commence les pourparlers, qu'il termine les pourparlers, que Poutine rompe la paix, que Poutine continue la guerre, et après, on va arrêter Poutine. Pourquoi ne pas le faire au début? Mais bien sûr. Pourquoi il faut attendre tout ce long processus pour commencer depuis que la guerre a commencé, on l'a tous dit sur ces plateaux, nous, on aurait tous espéré que ça se règle comme ça. Mais le fait est que l'Europe ne le veut pas. L'Europe ne le fait pas. Et on n'a pas donné les armes à temps. Aujourd'hui, l'Europe ne veut pas. Mais elle va... Elle voudra quand? Ça sera trop tard. C'est trop tard. Elle sera beaucoup plus favorable. Et l'Europe, on va dire l'Europe veut après que tout ça se produise. Après que Poutine recommence la guerre. Là, l'Europe va changer d'opinion ou quoi? Mais oui, si elle ne veut pas aujourd'hui, pourquoi elle va vouloir... Mais c'est pas écrit. Non, mais il y a quelque chose quand même. C'est vrai que, bon, je suis d'accord, la guerre en Ukraine, ça fait déjà 11 ans qu'elle est là. Mais avant, il y avait la Géorgie, 2008. Et en 2008, on a dit, bon, on laisse à Poutine 20% de la Géorgie, il va se contenter et il va se tranquilliser. Puisqu'il a vu qu'on lui a laissé 20% de la Géorgie, il a dit je vais faire la même chose en Ukraine. Et donc maintenant on va lui laisser 20% de l'Ukraine. Bon il va attaquer le Kazakhstan. Il va prendre 40% de Kazakhstan. Après, il va attaquer les pays baltes. Il va prendre 100% des pays baltes parce que personne ne va bouger parce qu'on va dire bon, ils sont 10 millions, on va pas bouger pour 10 millions les petits pays, machin, etc.